basé sur le partage, les échanges, la connaissance. 50 ans, il y a une subventionnement accueilli pour 70% des Africains qui, au décès de Cheikh Anta Diop, n'étaient pas encore nés. Oui ou non, la contribution des gens de la diaspora a dépassé depuis très longtemps les publics au développement. Ce qu'ils veulent faire, c'est essayer de produire l'histoire de la colonisation. Nous sommes, c'est-à-dire dans la pensée de Cheikh Anta Diop. Remercions l'assistance d'être là pour partager cette conférence sur Cheikh Anta avec nous. Et je vous présente les conférenciers, Adil Ndiaye, il y a Aziz Salman Fall et Tchernobyl qui est le modérateur. Nous avons aussi un invité de marque, donc en la personne de M. Lassana Gagni Sapo, qui est un directeur au niveau de l'hydraulique au Sénégal. C'est pour moi un grand honneur d'être le modérateur et d'être entre mon ami Khadim Ndiaye et notre grand et une référence pour tous les Sénégalais, je pense pour tous les Africains à Montréal et ailleurs, Aziz Fall. Khadim qui quitte le champ de la philosophie pour se consacrer à l'informatique par engagement politique et idéologique. Alors, il va peut-être nous expliquer ce revirement à 180 degrés, comment un philosophe peut-il devenir informaticien pour des raisons de combat. Combat intellectuel, parce qu'il a eu à un moment la conviction que la bataille devait se passer sur tous les terrains. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il rejoint très clairement le mot d'ordre. Il vit et il met en œuvre le mot d'ordre de Cheikh Anta Diop qui disait aux jeunesses africaines « Armez-vous de science jusqu'au temps ». Fall est aussi professeur à l'UQAM où il enseigne depuis, je dirais, plusieurs décennies, si je ne me trompe pas si je dis ça. Et il est aussi professeur à l'université de McGill. Et je vous renvoie à son site internet azizfall.com. Où, enfin, moi, j'ai été submergé par les informations que j'ai trouvées sur cette page. Je demande aujourd'hui de parler de la question linguistique dans la pensée de Cheikh Anta Diop. C'est une question très importante, je dirais même centrale dans son œuvre. Cheikh Anta en parle pratiquement dans tous ses livres de langue, de l'importance de la langue. Déjà, en 1948, il écrit un premier article en tant qu'étudiant, quand pourra-t-on parler d'une renaissance africaine. Et là déjà, dès son premier article, Cheikh Anta Diop entre de plein pied dans la question linguistique. La langue est très importante chez lui, parce que, comme vous le savez, Cheikh Anta Diop parle de 3 facteurs qui sont très importants et qui composent ce qu'il appelle la culture nationale. Alors, la culture nationale, il dit qu'il y a d'un côté le facteur psychique, donc il parle des invariants psychiques qu'on retrouve un peu partout en Afrique. Il parle aussi du facteur historique. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a fait tout un développement sur la conscience historique, donc la restauration de la conscience historique. Il essaie de montrer que, contrairement à ce que disaient les thèses colonialistes, il n'y a pas, au-delà d'une certaine date, ce que les colonialistes appelaient la nuit noire. Cheikh Anta a montré qu'il y avait quand même une continuité de l'histoire africaine. Cheikh Anta dit que la langue est très importante pour les Africains. D'ailleurs, elle est tellement importante que les colonialistes, quand ils sont arrivés en Afrique, une des choses qu'ils ont faites, c'était d'imposer leur langue. Donc de détruire toute l'armature culturelle, et dans cette armature, la langue occupait une place importante. Donc on a imposé cette langue-là. Et Cheikh Anta nous dit que les colonisateurs étaient tellement conscients de l'importance de la culture nationale, parce qu'il dit que la culture nationale, c'est le rempart le plus solide qu'un peuple puisse se donner. Et il dit, tant qu'on n'a pas détruit, désintégré cette armature culturelle,
on ne peut jamais être sûr de la réaction du peuple dominé. Quand je parle de développement, donc je ne vais pas entrer dans tout le débat qu'il y a autour de ce concept. On utilise le terme développement tout simplement pour exprimer ce mieux-être en fait. Donc cette volonté d'aller vers un mieux-être. C'est une amélioration des conditions de vie des populations. C'est une sorte d'avancement. Donc je le prends comme ça. Donc je n'entre pas dans le débat, tout le débat conceptuel autour de la notion de développement. Certains parlent de croissance, mais je ne vais pas là. Développement, c'est quoi? Un mieux-être des populations. On passe d'un stade A et puis vers un stade B où il y a un mieux-être. Tout simplement comme ça. Alors, pour les paradoxes tout de suite, donc je dis que l'Afrique est le continent qui possède à lui seul 31% des langues du monde. Et pourtant, ce continent, qui possède 31% des langues du monde, se trouve obligé, dans son fonctionnement, d'utiliser les langues de l'Europe, l'anglais, français, portugais, espagnol. Et l'Europe, on le sait, ne détient que 3% des langues. Donc un continent qui en détient 31% est obligé d'utiliser les langues de notre continent qui n'en détient que 3%. Donc, premier paradoxe. Deuxième paradoxe, c'est en Afrique seulement que l'école est complètement déconnectée de la vie. L'Afrique est le seul continent où la grande majorité des enfants commencent l'école en utilisant une langue qui n'est pas celle qui est utilisée à la maison. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Alors, un autre paradoxe, c'est qu'en Afrique, c'est en Afrique qu'on voit cette rupture qu'il y a entre les élites, donc qui parlent cette langue officielle, qui n'est pas une langue africaine, et la masse, donc le peuple, qui, elle, comprend une autre langue. Donc l'Afrique est le seul continent où la majorité de la population ne maîtrise pas la langue officielle. Et pourtant, c'est dans cette langue officielle que les constitutions ont été écrites. On dit, nul n'est censé ignorer la loi, alors qu'on sait que la population ne comprend pas la langue officielle. Vous allez au Mali, par exemple, 80% de la population parle le bambara, et on dit le français est la langue officielle. Et ces 80% de la population ne savent pas lire la Constitution. Paradoxe, depuis quelques temps, depuis quelques années en Afrique, vous entendez parler d'émergence. Alors, en tout cas, de toute l'histoire, c'est la seule fois où l'on parle d'émergence et où la langue qui est utilisée n'est pas une langue locale. D'ailleurs, quand vous prenez tous les pays émergents qu'on connaît aujourd'hui, ben, ils n'utilisent pas une langue étrangère. En tout cas, dans le fonctionnement principal, les langues étrangères viennent après. Autre paradoxe, c'est en Afrique seulement qu'on fait fi, donc on ne considère pas tous les résultats issus des découvertes scientifiques dans le domaine de la langue et de l'éducation. C'est comme si on faisait table rase de tout ce qui a été fait dans ce domaine-là pour rester dans l'optique coloniale ou colonialiste. Par exemple, de très nombreuses recherches aujourd'hui, que ce soit en linguistique, sociolinguistique, que ce soit en psycholinguistique, en éducation, on montre que l'enfant apprend mieux avec sa langue première. Bon, on fait la différence entre langue première et langue maternelle, parce que la langue première peut ne pas être forcément la langue maternelle. La langue première, c'est la première langue parlée par l'enfant. Vous savez que la première école française a été implantée au Sénégal, à Saint-Louis, en 1817. Depuis là, tous les rapports coloniaux qu'on a lus, on montre qu'il y a toujours eu des difficultés pour comprendre le français. Et cela continue encore. Donc, ce qui fait que cet échec de 40% des élèves qui n'arrivent pas à finir leur cycle primaire, mais est très grave. Le problème, c'est qu'on ne fait rien, on continue encore. On nous dit aussi, et ça, je cite un ministre du Sénégal, je prends l'exemple du Sénégal, j'aurais pu prendre l'exemple aussi du Mali, de la Guinée, un ministre du Sénégal qui dit, mais seuls 9% des enseignants peuvent enseigner le français. Et pourtant, c'est la langue d'enseignement principale. Donc le ministre de l'Éducation, et ça c'est l'année passée, hein, qui fait un aveu, comme ça dans la presse, il dit seuls 9% des enseignants peuvent enseigner le français. Et pourtant, vous faites de cette langue votre langue principale d'enseignement. Il y a un problème. Il dit, tant qu'il n'y a pas acculturation achevée totale, un pays ne peut pas se développer dans une langue étrangère, c'est pas possible. Il reprend. Le socialisme par le gouvernement dans une langue étrangère est une supercherie. Et c'est là que le culturel rejoint le social. La démocratie par le gouvernement dans une langue étrangère est un leurre. Et c'est là que le culturel rejoint le politique. Donc on le voit, il avait le sens de la formule, mais il disait des choses profondes. Et par là, seule une généralisation de l'utilisation des langues nationales permet de faire des Africains des facteurs, des véritables éléments d'avancement. Merci.
Bon. Mais je pense que si on fait un examen critique et objectif de cette réalité-là, on se rendra compte qu'il n'en est rien. Je donne la parole donc à jërëjëf Thierno Khalil jërëjëf maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant di leen gërëm ci seen toogaay bi. Expliquer Thierno, peu de Sénégalais sont au courant des manœuvres de l'Africom qui viennent de s'achever dans notre pays, qui préfigurent une véritable recolonisation du continent, à la fois géopolitique et militaire, et que le Sénégal n'a toujours pas tiré les leçons ni tourné la page du tirailleur sénégalais, supplétif, subordonné de l'impérialisme autant en Afrique que dans le reste du monde, et qu'une grande partie de notre intelligentsia sert de courroie de transmission perpétuant ce temps d'aliénation. Et il est clair qu'aujourd'hui, Cheikh Anta Diop, son rêve aurait été de voir une Union africaine où nous parlerons entre nous Africains d'abord en Swahili. Il aurait été fier de voir enfin un jour à l'Assemblée des Nations Unies un chef d'État africain parler dans une langue africaine, au moins le Swahili. Il est clair que non seulement tout ce que Khalil vous a dit est avéré, que lorsqu'on étudie au débat dans l'alphabétisation fonctionnelle dans sa langue vernaculaire, on appréhende la complexité. Ensuite, quelles que soient les langues, puisque l'enfant a la faculté de parler plusieurs langues, très jeune. Et ces facultés d'apprentissage font que si, en une génération, nous avions inculqué le Swahili à l'échelle du continent, en l'espace d'une génération, dans toutes les places du marché, les femmes pourraient lire comme à Dar es Salaam le journal dans leur langue ou en Swahili. Et c'est clair que l'aliénation, elle est d'abord culturelle, elle crée un complexe d'infériorité pour ceux qui ne possèdent pas la langue, et elle donne l'illusion pour ceux qui pensent la posséder, nous autres principalement, les intellectuels, qui finalement conceptualisons, pensons le monde dans une langue qui n'est plus la nôtre, au point que nous sommes nous-mêmes des créatures hybrides qui faisons désormais partie du problème. Nous ne voyons même plus à quelle ampleur la gravité de l'aliénation est avancée, c'est-à-dire que nous ne retrouvons même plus, quand Khadim dit comment on dirait tracer une ligne, de traduire en Wolof, quand on verrait passer un papillon et qu'on dirait c'est quoi ces choses qui passent, les gens diront le bas, le bleu. Et le bas, le bleu, c'est en fait l'incapacité de dire le papillon. C'est pas le mot Wolof. Quand une bouteille d'huile, on dirait de l'huile. C'est de l'huile. Mais c'est intériorisé. Mais nous avons aussi amélioré la langue française en parlant d'essencerie, par exemple. Parce que le français n'avait pas de station d'essence. Donc il est clair que ce que les Anglais appellent cross-fertilization, c'est-à-dire le fait qu'une langue puisse emprunter à l'autre, et l'importance de Cheikh Anta Diop là-dessus, c'était de montrer l'ontologie des langues africaines, que ce qui a permis la conceptualisation scientifique, c'était des langues africaines. Et ces langues africaines, aujourd'hui, dans notre amnésie, nous ne sommes plus capables de reconstituer les pans qui nous liaient à cette antiquité négro-africaine, qui a permis les avancées du savoir. Et Cheikh Anta Diop s'est donc très rapidement employé, à partir de ce vecteur de la langue, de construire d'abord l'unité du genre humain à partir de l'amour africain. C'est une bataille qui va lui prendre une trentaine de sa vie. Ils étaient très peu nombreux, ceux qui essayaient de démontrer qu'il n'y avait en fait qu'une race, la race humaine, et que cette race ne pouvait pas être sous aucune façon hiérarchisée, et que le phénotype, qui est son apparence extérieure, ne pouvait pas permettre aucune forme de hiérarchie. C'était la thèse donc de l'origine monogénétique de l'humanité, qui était avec Cheikh Anta Diop, employé par d'autres chercheurs à l'époque dans la conception évolutionniste. Le processus de différenciation, Cheikh Anta Diop a eu à le faire avec beaucoup d'efforts, d'abord en passant sur des choses qui à l'époque n'étaient pas
à la prouesse scientifique. Donc on avait seulement le carbone 14 qui ne parvenait pas à reculer jusqu'à des dates antérieures. Niger a plaidé longtemps pour qu'on ait un laboratoire de carbone 14 que les autorités, autant françaises que sénégalaises, ne voulaient pas assister. Et à l'époque, c'est sur des constatations, la rupesse sur le brognatisme des squelettes, sur les physionomies des statuettes stéatopiges, qu'ils ont petit à petit reconstitué l'arbre phylétique de l'humanité et démontré qu'effectivement, c'était un négroïde qui va muter par sélection et adaptation et qui va s'adapter au niveau de l'environnement pour peupler le reste du monde. Et c'est après sa mort, effectivement, que ces thèses sont corroborées par l'apport de la biologie moléculaire qui va démontrer à la fois avec les mitochondries de l'ADN et les chromosomes que l'évolution des êtres humains se fait effectivement bel et bien telle que son intuition et sa démonstration. C'est-à-dire que les Africains sont ceux qui ont le moins muté et que les autres vont se différencier petit à petit à un rythme de 3% à peu près et qui va permettre la diversité des phénotypes du rameau humain. Mais tous ces efforts visaient en fait à comprendre le passé pour construire l'avenir. Et il va mettre une énergie fondamentale, d'abord pour montrer que l'avenir passe par une confédération africaine et que cette confédération devait aller dans le refus des micronations. Donc toute sa vie, il va s'employer à montrer que la trajectoire que les élites africaines inféodées à la France voulaient inculquer était la mauvaise et qu'il fallait plutôt aller vers la construction d'un État panafricain. Et donc son effort politique était de faire naître ce rassemblement national démocratique au sein du Sénégal, mais en même temps de construire une alternative panafricaine. Pour ce faire, il s'est retrouvé très vite à la fois en porte-à-faux avec l'essentiel de l'intelligentsia, qui, il faut le rappeler dans le cas du Sénégal, est éminemment complexe, parce que c'est une intelligentsia qui a été à la fois administratif du fait colonial, qui a compris le colon, qui sait parler le langage du colon, qui s'est rusé, qui s'est contourné et résisté, tout en étant capable d'utiliser sa position panoptique et stratégique pour pouvoir subjuguer le reste aussi. C'est aussi comprendre la réalité d'un islam noir, très complexe, qui s'est fait sur le chevauchement de nos sociétés aristocratiques déchues, et qui, en fait, des interprétations négro-africaines du Coran, aliénantes, qui vont permettre à la fois l'introduction de la culture de l'arachide, l'inféodation de nos paysans, un système foncier extrêmement complexe, avec un système de redistribution que le régime Senghor avait très bien compris, avec l'ONCAD, avec le dispositif néocolonial de la France, qui va s'employer à dénigrer et à décrypter, mais que les Sénégalais, vu leur position stratégique avec la France, n'ont pas compris. Et donc, Cher va prendre beaucoup de temps à essayer d'avoir son récépissé dans un système politique restreint pour faire reconnaître son parti, pour faire reconnaître son savoir scientifique à l'université. Donc, on ne réalise peut-être pas, mais il était constamment à contre-courant, ce qui ne l'empêchait pas d'aller vulgariser ses connaissances scientifiques, de continuer de travailler dans une multiplicité de champs holistiques. Et ces efforts, hélas, très peu compris par son propre peuple, très peu compris par les Africains, vont l'emporter et nous le perdons en 1986. Et donc à ce moment, l'Afrique est non seulement dans une période où les pays avancés qui ont perdu des espaces de souveraineté mais qui gardent encore l'emprise néocoloniale, coincent l'Afrique par deux dispositifs, la poursuite de la dette, donc une économie de la dette. Il faut dire que quelques années, juste avant la mort de Cher, le nouvel ordre économique international est refusé, le nouvel ordre mondial de l'information est refusé, et les seules options qui sont données aux pays africains, c'est endettez-vous, et ça va aller, vous allez mieux vous intégrer. Alors, au lieu que l'économie monde s'implique et s'ajuste à l'Afrique, c'était le contraire, acheter aujourd'hui, payer demain. Et la plupart des pays africains, non seulement vont le faire, mais en plus, comme on le sait, la plupart de nos dirigeants sont des dirigeants souvent corrompus et véreux qui vont utiliser cette manne financière pour s'enrichir eux-mêmes et aller dans la perpétuation de l'enlisement. Et cet enlisement va être caractérisé par les ajustements structurels. Le seul moment qu'il y a de contre-culture politique, c'est l'expérience du Burkina Faso qui est arrêtée net, qui est donc de 1984 à 1987. Un an après la mort de Cheikh Anta, et à partir de ce moment, tous les pays africains sont ajustés, obligés de correspondre aux désidérateurs des grands pays. Dans le rapport
restant de la défense française, elle dit très bien que le XXIe siècle, c'est le panafricanisme qui est la menace la plus grande pour les intérêts français. Donc ils savent pertinemment que si nous nous unissons, si nous allons vers la construction d'un effort collectif, en fait, l'Afrique amène au XXIe siècle une autre forme de développement et une autre mondialisation. Si par contre, la tendance se poursuit, c'est l'Afrique du pillage, c'est le sauve-qui-peut, c'est la dispersion des itinéraires, c'est faire semblant de faire des mécanismes d'intégration de libre-échange. Ici, seuls quelques startups, quelques Africains, effectivement, seront millionnaires, milliardaires, ils pourront redistribuer à leur clientèle, mais la grande majorité de nos sociétés seront fragiles. On n'a pas besoin, dans nos générations, d'être fiers d'être noirs. On n'a plus besoin, on n'a pas ce complexe-là, on n'a pas besoin de dire je suis fier d'être africain, parce que c'est une évidence. Le Polonais n'a pas besoin de dire je suis fier d'être polonais ou je suis fier d'être blanc. On a dépassé ce niveau-là, on est dans un autre niveau, un niveau où on redécouvre les valeurs de l'internationalisme, où véritablement c'est la lutte des travers, le changement des conditions des femmes, le changement de développement qui soit infléchi pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir avoir le changement social. C'est pour ça que Cheikh a donné sa vie, et j'espère qu'aujourd'hui, 30 ans après, en nous réunissant comme ça dans un week-end, on peut refaire vivre sa pensée. Je vous remercie. Bravo. Ma question est pour Khadim. Alors, j'ai l'impression que tu as fait un recueil de constats qu'on est en train de vivre sur les langues africaines. Mais à mon avis, là où il y a eu une véritable source par rapport au problème qui a été alimenté jusqu'à nos jours, si cette source-là n'est pas clarifiée, n'est pas située, n'est pas bien cadrée, eh bien on va continuer d'ici 50 ans ou bien d'ici un siècle à créer toujours le même problème. À mon avis, il y a eu des gens qui ont été, carrément il faut le dire, des gens de la France, des pionniers de la France, qui se sont opposés à ce qu'il y ait cet esprit de conscience que je parlais, conscience historique, à jeter les bases sur ce qu'on appelle une véritable éducation sur nos langues, qui va permettre donc à nos enfants et à nos petits-enfants d'être éduqués d'abord à la maison dans nos langues et ensuite après donc être à l'école et continuer dans les langues étrangères comme dans beaucoup de pays développés, en Russie, en France, où tu es né dans une langue, tu grandis dans cette langue, tu étudies cette langue jusqu'à l'université avant de prendre une autre langue étrangère. Donc à mon avis, tant que le problème n'est pas situé à sa source, on va toujours continuer. J'aimerais bien que ça soit clarifié à partir de la source et quelle a été, ou bien quelles a été les responsabilités donc, des gens qui nous ont dirigés jusqu'à là, alors à maintenir donc, ce système de domination de la langue intellectuelle et également de l'assimilation qui a fait que tout cela persiste. Merci beaucoup. Travaille au Sénégal dans l'hydraulique rurale. Mais bon, d'abord, je félicite les conférenciers pour la recherche très importante qui a été faite. Et je pense effectivement que ne pas maîtriser sa culture, ça peut poser des problèmes. Mais il faut être réaliste. M. Ranta est parti il y a 30 ans. J'ai regardé un peu les statistiques. 70% de la population africaine est épargnée il y a 30 ans. La question fondamentale que moi je me pose, est-ce que certains principes de sa pensée sont toujours actifs? On parle de langue nationale. Quelle langue nationale a utilisé au Sénégal? Le Wolof? Et lui, il est soninké. Ma mère n'aurait jamais accepté qu'on l'alphabétise en soninké. Je pense que les problèmes sont autres. Depuis les échéances antérieures et maintenant, quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, vous avez un marché de 240 millions d'habitants, c'est la CEDEAO. Est-ce que nous, Sénégalais, on va dire qu'on va parler en Wolof à ces gens-là avancés? Je ne crois pas. Je pense que le problème de l'Afrique en général, c'est nous. On parle beaucoup et on n'agit pas. Il faut aussi, à mon avis, qu'on arrête d'accuser les autres. C'est nous, on a 70% des Africains qui, au décès de Cheikh Anta Diop, n'étaient pas encore nés. Je pense qu'il faut qu'on soit très réaliste dans ce que nous voulons faire de notre pays. D'accord? Je vous remercie. Oui ou non, la contribution des gens de la diaspora a dépassé depuis très longtemps l'aide publique au développement. Ça, ce n'est pas nous qui le disons, c'est eux-mêmes qui le disent. Depuis longtemps,
c'est eux qui ont fixé la contribution de pratiquement tous les pays pour l'aide publique au développement à 0,7%. Pas un mot du pays ne l'a atteint depuis. Le Canada, pour le nommer, tout récemment était rendu à 0,27. Si le Rwanda a pu, n'est-ce pas, pratiquement du jour au lendemain, de passer de la langue officielle française à la langue officielle anglaise, jamais je penserais qu'on ne peut pas passer, au moment où on se parle dans un pays comme le Sénégal, de passer du français au Wolof tout au moins. Merci Aziz et merci monsieur le modérateur pour cette conférence qui est de haute qualité. Mais moi j'ai une question en fait. J'aimerais bien qu'on aille en profondeur. Aujourd'hui on parle de langue nationale. Bon, ça peut convaincre, ok. Mais moi je veux le voir sous l'angle scientifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est au jour de la mondialisation. C'est-à-dire qu'on veut créer des links avec les autres continents, avec les autres pays. On est au jour aussi du développement scientifique, la quête du savoir de l'autre, de l'extérieur. Et ma question, Khadim, c'est comment aujourd'hui on peut expliquer que si jamais on aille vers une langue nationale, sur le plan scientifique, on pourra se développer. C'est-à-dire que, est-ce que, autant, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans, ou même plus, quand on parlait de langue nationale, est-ce que les mêmes réalités qui existaient en ce temps-là, est-ce qu'actuellement, c'est-à-dire qu'en 2016, est-ce qu'on est aussi dans cette même configuration dans ce hémisphère? Et ce que j'aimerais de ta part, c'est juste avoir plus de détails et puis plus d'explications sur comment ça sera réalisable. Et puis, est-ce que aussi les créneaux ou bien le retard qu'on a sur le plan développement, est-ce que ce retard-là ne va pas s'agrandir parce qu'on doit prendre du temps pour installer notre langue et puis prendre du temps aussi pour se développer et puis aller de l'avant. Merci. Moi, je suis camerounaise. S'il vous plaît. Et je me définis comme une citoyenne du monde. Mais en même temps, je suis un peu les préceptes du panafricanisme parce que je pense que l'Afrique ne pourra se développer que si elle est unie. Ce n'est pas pour rien que les pays européens se sont mis ensemble pour l'Union européenne. Et il y a quand même des questions qui subsistent parce qu'au niveau du nombre de pays en Afrique, il y a 52 pays, c'est le continent qui a le plus de pays au monde. Là. Les autres se sont mis ensemble pour former des pays comme les États-Unis ou bien comme l'Union européenne. Et mon grand-père disait souvent qu'un arbre ne peut pas grandir sans ses racines. Et avant de parler d'économie et de toutes les stratégies possibles pour que l'économie de l'Afrique perce, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui se passe à la racine. Où est la racine dans tout ça? On ne peut pas bâtir sans racine un arbre. Et au niveau je pense que la langue est très importante. Il faut une unicité linguistique en fait en Afrique. Il faut une unicité culturelle, une unicité de mœurs quelque part pour qu'on parle d'unité, pour qu'il y ait une unité un jour. Peut-être qu'on a raté, moi je pense qu'on a raté, on ne peut plus revenir en arrière pour créer une langue unique ou bien quelque chose, parce qu'il y a tellement d'ethnies là. Peut-être que dans notre pays d'Afrique, parce que dans mon pays il y a 230 ethnies, ce n'est même pas possible de penser à une unicité linguistique pour pouvoir développer. Mais moi je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez au niveau de la réflexion, parce que c'est cette racine-là qu'il faut construire, au-delà de l'économie, au-delà des mines, comment les gérer et tout, ce n'est pas la main d'œuvre, ce n'est pas les ressources qui manquent. Je voudrais d'abord vous remercier de votre bel exposé. Pour moi, aujourd'hui, il y a une question, il y a un problème qui s'impose. On devrait vraiment, pour moi, comme l'a dit l'autre, après le départ des colons, la colonisation continue toujours. Maintenant, ce qu'ils veulent faire, c'est essayer de coloniser l'histoire de la colonisation. Donc, c'est pourquoi ils veulent nous faire croire que nous sommes responsables de tout ce qui nous est arrivé à travers l'histoire. Mais n'oublions pas que l'esclavage n'est pas un détail. La colonisation n'est pas un détail. Donc, comme disait Milton, c'est ce qui nous ont crevé les yeux. C'est ce qui nous ont crevé les yeux qui nous reprochent d'être aveugles. Donc, c'est ça, en quelque sorte. Et l'autre problème est qu'ils veulent nous faire croire que c'est nous qui sommes responsables
que c'est nous qui sommes responsables de tout ce qui nous est arrivé. Maintenant, si vous voyez les réactions des uns et des autres, je crois que le message est vraiment en train de passer. Du Sénégal est une occasion pour nous les Sénégalais de se marquer encore une fois de plus sur la scène, c'est-à-dire nationale, c'est ici au Canada, ainsi que sur le plan international, afin de valoriser les expertises que nous avons ici au Canada et valoriser aussi, c'est-à-dire sur le plan touristique, notre pays. J'ai dit là tantôt, la journée scientifique d'aujourd'hui a été une très bonne journée, très enrichissante, parce qu'on nous a parlé de développement, de l'unicité, de la vision de Cheikh Anta Diop. Ma question est la suivante: comment quitter le statu quo pour aller à la pensée scientifique, voir le développement pour un Sénégal émergent? Se poser la question si réellement, parce que beaucoup parlent de Cheikh Anta Diop, comprennent sa vision et si nous-mêmes nous sommes, c'est-à-dire dans la pensée de Cheikh Anta Diop qui parle justement d'unité. Alors je vous souhaite une bonne fin de soirée à vous tous, un peuple, un but et une foi.